Alors, on vient d'évoquer la campagne présidentielle américaine, une campagne marquée, on le sait jusqu'ici, par les dérapages, les outrances verbales, parfois les contre-vérités que véhicule allègrement le candidat républicain Donald Trump dans ses interventions publiques. Et on peut se surprendre du fait que ça ne semble pas lui porter un grand préjudice jusqu'ici auprès de l'électorat américain, puisqu'il demeure malgré tout dans la course et même bien en selle. Des mensonges, des mythes, des affirmations non fondées, on en retrouve évidemment en très grand nombre dans le débat politique, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. On l'a vu d'ailleurs durant la campagne du Brexit il y a quelques semaines de cela, et aussi chez nous au Canada. Alors, ce qui fait dire à certains observateurs, comme Catherine Viner, par exemple, qui est rédactrice en chef du Guardian en Angleterre, ou encore mon collègue Antoine Robitaille du Devoir, qu'on serait passé à l'ère du post-factualisme. C'est-à-dire à une époque où, dans l'univers médiatique, dans la discussion démocratique, la vérité, les faits avérés sont de moins en moins valorisés et deviennent même secondaires. Et pour justement réfléchir à ce phénomène-là, j'accueille en studio Jocelyn McClure, qui est professeur au département de philosophie de l'Université Laval et auteur notamment d'un ouvrage qui paraîtra en septembre et qui s'intitule « Retrouver la raison, essai de philosophie publique », publié chez Québec Amérique. Monsieur McClure, bonjour. Bonjour. Monsieur McClure, est-ce que vous pensez effectivement qu'on est passé collectivement à l'ère du post-factualisme? Ouais, je pense que cette thèse-là capture un aspect important de notre réalité aujourd'hui. Clairement quelque chose qui a changé dans notre univers mental et dans notre discussion publique aussi. Je pense que l'adage qui était largement accepté auparavant, disant que chacun a droit à ses opinions, étant donné la liberté de penser, la liberté d'expression, mais personne n'a droit à ses faits. Je pense que cet adage-là n'est plus largement respecté aujourd'hui. Et pourtant, c'est une condition essentielle à toute discussion ou réflexion rationnelle. Un fait, qu'est-ce que c'est de façon la plus simple? C'est un jugement de fait, c'est une description d'une partie du monde tel qu'il est. Donc c'est un état de fait, c'est le monde tel qu'il est, indépendamment de nos opinions, de nos attitudes, de nos valeurs et ainsi de suite. C'est comment le monde est indépendamment de nous. Si on respecte pas ces faits, ces réalités, c'est impossible d'avoir une discussion rationnelle. Puis il est vrai, me semble-t-il, que dans la discussion publique aujourd'hui, dans la plupart des démocraties du moins occidentales, les frontières de ce qui est accepté ont changé. Puis effectivement, les discours qu'on aurait jugés vraiment outranciers avant, aujourd'hui, font partie de la discussion publique. Et on en a eu quelques beaux exemples tout récemment. Je pense à Monsieur Trump, justement, auquel je faisais allusion un petit peu avant, qui balance toutes sortes de vérités qui n'en sont pas du tout, sur le chômage, par exemple, à 40 et quelques %. Durant son discours d'acceptation, justement, de sa nomination à la Convention républicaine, parlant de la hausse de la criminalité aux États-Unis continue, alors que, dans les faits, c'est tout à fait le contraire. D'ailleurs, il y avait une analyse qui montrait que, dans l'ensemble de son discours, il y avait quelque chose comme il y avait une analyse, 78% de fausseté. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'il y en aurait davantage qu'avant, là, à ce moment-là, ou quoi? C'est du moins l'impression que l'on a. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. Si on pense, moi je suis pas un conservateur, mais les formes de conservatisme défendues par les Thatcher ou Reagan ou Bush père, par exemple, me semblaient quand même plus rationnelles que le néoconservatisme qui est né avec l'administration de Bush fils, entre autres. On a l'impression que depuis ce temps-là, il y a eu une mutation progressive dans le discours public qui fait en sorte qu'effectivement on peut s'en tirer même en colportant donc des vérités, en baratinant et ainsi de suite. Donc il y a eu une mutation, me semble-t-il, depuis ce temps-là, une mutation donc qui s'explique pour différentes raisons. Je pense qu'il y a des causes à la fois institutionnelles mais aussi des causes qui relèvent même du fonctionnement même de l'esprit humain. Mais on peut s'en surprendre un peu, Monsieur McClure, parce que on est à une ère, on le sait, d'information, d'accès universel et automatique justement à des tas de données. Donc on pourrait penser a priori que le débat
public va se rationaliser. Ouais. Or, c'est pas forcément le cas. Non, je pense que ça, c'est une grande source de perplexité. Puis peu d'entre nous l'avaient prédit, me semble-t-il. Surtout, je me replonge là dans l'optimisme post-guerre froide, post-effondrement du mur de Berlin, où on pensait qu'il y aurait un approfondissement au fond de la culture démocratique en Occident et ailleurs. Je me rappelle qu'on misait beaucoup sur l'idée de la délibération démocratique. On voulait rendre nos systèmes démocratiques plus délibératifs en faisant le pari que si les citoyens ont la chance de discuter rationnellement entre eux, que des décisions plus sages, plus éclairées seraient prises par nos élus. C'est difficile. C'est pas une ligne continue, c'est pas un continuum. Exactement. Donc aujourd'hui, en plus, comme vous le dites, on est dans cette société qualifiée de l'information où l'information est plus accessible que jamais. Mais il y a des formes aussi d'irrationalité qui se sont immiscées aussi et qui s'imposent. Donc il y a aussi une sorte de nouvel âge de la déraison qui s'installe puis qui rend donc le portrait très très compliqué. Alors comment essayer de comprendre ça? On dit que ça coïncide par exemple avec un déclin important des médias de masse. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Ouais, je pense qu'il y a des causes qui relèvent clairement de ce qu'on pourrait appeler notre architecture sociale, nos ensembles de pratiques, de pratiques et d'institutions, y compris donc l'état des médias aujourd'hui, puis la montée en puissance évidemment de nouvelles technologies d'information. Évidemment, on pense tout de suite à l'Internet 2.0, aux médias sociaux, aux blogs qui nous permettent toujours de réagir dans l'immédiat. Mais ça change radicalement les choses parce que on pourrait vous rétorquer que la démagogie, le sophisme, ça date pas d'hier, ça. Exactement. Il y en a toujours eu. Oui. Mais est-ce que là, le fait, l'arrivée comme ça de ces nouvelles technologies change la donne de ce côté-là? Je pense que oui. Accroît le phénomène? Ouais, puis de façon plus que, disons, anecdotique ou accidentelle. Puis ça nous amène aux causes, disons, plus individuelles de ces nouvelles formes d'irrationalité. Je pense que une des choses que les sciences cognitives, entre autres, ont démontré de façon très concluante depuis 20 ans, c'est que la rationalité humaine est beaucoup plus fragile et faillible que ce qu'on voudrait bien le penser, puis ce que les philosophes des Lumières, par exemple, au 18e siècle ont pensé. Donc, lorsqu'on regarde les recherches menées par ces scientifiques, on réalise que tout ce qui relève des facultés rationnelles, délibératives, réflexives de l'esprit humain, tout ce système-là travaille de façon assez lente et assez laborieuse. Alors que tout ce qui relève des parties non conscientes de l'esprit humain, donc ce qui est fondé sur nos émotions, nos instincts, nos intuitions, que tous ces mécanismes-là dans l'esprit humain fonctionnent beaucoup plus rapidement. Si bien que, donnant un peu raison au philosophe David Hume, la raison est souvent l'esclave des passions. Donc, d'abord, on forme une opinion, un point de vue sur la base d'émotions ou d'intuitions, d'affects, puis on utilise la raison dans un deuxième temps pour rationaliser des préjugés. En fait, souvent, c'est des préjugés, exactement, des impressions, des intuitions, des partis pris qu'on avait déjà, puis on trouve une rationalisation, puis on utilise nos facultés rationnelles de cette façon-là pour rationaliser une position à laquelle on est arrivé d'une façon non rationnelle. Et Dieu sait que sur Internet, justement, avec les médias sociaux, on peut trouver des tas de faits, des tas d'arguments qui vont venir rationaliser ou argumenter les positions les plus loufoques. Exactement. Donc, l'Internet 2.0 a créé une pluralisation puis une fragmentation très importante de notre espace cognitif. Donc, effectivement, on trouve de tout. Quelqu'un qui est en proie, par exemple, à la radicalisation djihadiste, va trouver des messages facilement sur l'Internet. Mais la même chose pour quelqu'un qui a des préjugés xénophobes et qui considère que l'immigration est la plus grande menace, va trouver aussi des points de vue qui vont alimenter toutes sortes de théories du complot, là. Toutes sortes de théories du complot, exactement. Donc, c'est cette fragmentation du marché cognitif. On trouve rapidement ce qui vient nous conforter, au fond, dans nos préjugés. Donc, c'est en ce sens-là où les causes, disons, institutionnelles sont liées aussi à des causes qui relèvent du fonctionnement même de notre esprit. Et on en revient justement à votre propos principal, c'est la capacité qu'on peut avoir aujourd'hui à avoir une véritable conversation démocratique. Alors, encore faut-il que ça se fasse dans les mêmes termes, qu'il y ait un minimum de consensus. Ouais. Alors, si tout le monde fonctionne en silo, si tout le monde a ses idées préconçues sur des tas de sujets, si on fonctionne comme ça de façon parcellarisée, en quelque sorte,
sorte, ça devient de plus en plus difficile à faire. Exactement. Je pense surtout pas qu'il faille renoncer au potentiel de la raison humaine et au potentiel de la délibération entre personnes raisonnables. En fait, c'est ce qu'on a de plus précieux en tant qu'être humain. Mais il est vrai que ça prend des efforts très conscients et volontaires d'entretenir dans notre propre esprit, mais aussi dans nos groupes, ce qu'on pourrait appeler une forme de concurrence cognitive. Il faut absolument toujours chercher à voir quelles sont les meilleures raisons qui font en sorte que d'autres, des concitoyens, ont des points de vue différents des nôtres. Il faut pas toujours se rabattre sur cette idée que c'est leur biais cognitif ou c'est leur préjugé, ainsi de suite. Il faut voir, est-ce qu'elle a des préoccupations qui sont légitimes, est-ce qu'elle a de vrais bons arguments auxquels il faut répondre. Mais ça se fait pas naturellement. Il faut entretenir cette capacité-là. Cette capacité à entretenir le sens critique, c'est le rôle des médias, précisément, aussi, qui doivent être les gardiens de ça. Absolument, oui. Est-ce qu'on le joue? Pas forcément. Je pense que c'est plus difficile pour vous de le jouer aujourd'hui, étant donné justement ces autres médias qui ont émergé. Il y a une concurrence pour les lecteurs, l'auditoire, et ainsi de suite. Donc c'est plus difficile, mais clairement, on n'a pas remplacé ce rôle de garde-fou qui est joué par les grands médias. Ces filtres aussi qui font en sorte qu'on est capable d'avoir accès à de l'information de qualité. Parce que les médias aussi jouent avec l'émotion. Oui. On démissionne parfois. Là, exactement. Parfois, on veut concurrencer ces autres plateformes sur leur terrain. Je pense que c'est la plus grande erreur que les grands médias sérieux peuvent faire, de jouer sur ce terrain-là. Alors, la grande question à plusieurs millions, les conditions d'une véritable conversation démocratique, pour reprendre vos termes, quelles seraient-elles? Donc, il y a des conditions individuelles, entretenir la concurrence cognitive, tenter il faut donner une part de légitimité à ceux qui pensent, qui ont des opinions différentes des nôtres, mais collectivement aussi, toutes les institutions et toutes les pratiques qui peuvent servir à ralentir le temps politique, à ralentir le rythme de la discussion démocratique me semble nécessaire aujourd'hui, que ce soit chez les médias, que ce soit de la façon qu'on conçoit nos institutions représentatives. Il faut qu'on ralentisse la cadence, qu'on se donne le temps de penser individuellement et ensemble. Ça me semble absolument crucial aujourd'hui. C'est comme le fast-food par rapport au slow food, quoi. Exactement. Autant de conditions pour retrouver la raison. Ouais, exact. Merci beaucoup, M. McClure. Merci à vous. Notre invité aujourd'hui, Jocelyn McClure, philosophe et auteur de Retrouver la raison, essai de philosophie publique, publié bientôt au mois de septembre d'ailleurs, chez Québec Amérique. Merci encore. Merci.